Imaginez un instant la team que votre nom de famille ne vous appartienne pas. Qu'il ne soit pas le fruit d'une transmission ancestrale, mais une étiquette imposée, choisie par une administration qui ne vous considérait même pas comme un être humain à part entière. C'est précisément ce qu'ont vécu des milliers d'anciens esclaves dans les colonies françaises de la Caraïbe après l'abolition officielle en 1848. Officiellement libres, ils devaient désormais exister sur le papier, être recensés, nommés et donc, de ce fait, identifiés. Mais derrière cet acte administratif se cache une tentative plus vaste. Une volonté de contrôle, d'effacement des origines et surtout de redéfinition des identités. Pourquoi et comment ces noms ont-ils été choisis? Que disent-ils de la société coloniale et de son système de domination? Et surtout, comment cette pratique a-t-elle affecté la mémoire et l'identité de ses descendants affranchis? Aujourd'hui la team, nous plongeons dans cette histoire occultée en nous appuyant comme d'habitude sur des documents d'archives, des témoignages et des recherches historiques. Yo, yo, yo! Salut YouTube, c'est ton boy Jamie, comme tu le sais déjà. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il fut. Ça fait très longtemps que je n'ai pas appelé ce format il fut, mais il ne faut pas l'oublier, c'est il fut de base. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, ainsi que dans mon introduction, nous allons parler des noms de famille donnés aux esclaves affranchis de la Caraïbe, des colonies françaises après 1848. Parce que beaucoup ne savent pas d'où est-ce que viennent leurs noms de famille. L'année 1848 marque un tournant dans l'histoire des colonies françaises. Après des siècles de traite négrière et de servitude, l'abolition est enfin décrétée sous l'impulsion de Victor Schœlcher, du gouvernement provisoire, mais surtout, et il ne faut pas l'oublier, par rapport à des dizaines d'années de révolte des esclaves. En Guadeloupe, en Martinique, à la Guyane, à la Réunion, plus de 250 000 esclaves deviennent libres du jour au lendemain. Mais cette liberté, comme vous l'imaginez, s'accompagne d'un problème administratif majeur. Ces hommes et ces femmes, qui n'étaient considérés jusqu'alors que comme des propriétés, ne possédaient aucun état civil officiel. Avant 1848, les esclaves n'avaient pas de véritable identité légale. Les registres de plantation les mentionnaient sous des appellations rudimentaires. Petit exemple, un simple prénom souvent donné par le maître ou inspiré du calendrier chrétien. Exemple, Marie, Joseph, Jean ou même Jacques. Il y avait aussi un surnom, parfois basé sur les caractéristiques physiques ou un trait du caractère. Tinoir, Grand Louis, courageux, etc. Et ensuite, troisième point, il y avait une filiation vague à un domaine ou un propriétaire implanteur. Par exemple, Jean, nègre du sieur Martin, ou sinon Marie, créole de l'habitation Bellevue, par exemple. Ils n'avaient ni nom de famille, ni filiation officielle. Seuls quelques cas isolés de marrons ou d'affranchis avant l'abolition avaient pu transmettre des patronymes. Avec l'abolition, ces milliers de nouveaux citoyens devaient être enregistrés dans les registres d'état civil avec, comme tout citoyen, un prénom ainsi qu'un nom de famille. Le décret du 23 mai 1848 exigeait que cela soit fait rapidement. Mais comment choisir ces noms? Qui allait les attribuer? Les fonctionnaires coloniaux chargés de donner une identité aux affranchis ne leur ont pas laissé le choix. Au lieu de leur permettre de choisir leur propre nom, un acte à la team, pourtant symbolique de leur nouvelle liberté, ils ont appliqué des critères qui reflétaient encore la hiérarchie coloniale. De nombreux affranchis ont reçu des noms dégradants censés rappeler leurs conditions passées ou les rabaisser. Voici quelques petits exemples de noms humiliants. Gros-Jean, Cochon, Bamboula, Sans souci, Tristesse ou voire même Zéro. Un ancien esclave martiniquais, interrogé à la fin du 19e siècle, racontait comment certains de ses camarades de plantation avaient éclaté en sanglots en découvrant leurs noms qui leur avaient été attribués. Ces noms, la team, ne sont pas anecdotiques. Ils s'inscrivent dans une volonté de maintenir un ordre social où les affranchis devaient rester absolument à leur place. Certains affranchis ont même reçu des noms prestigieux en apparence, mais qui traduisaient une vision paternaliste. Quelques exemples, Hercule, Cicéron, Platon, Jupiter ou même Achille, dont vous l'avez compris, des noms tirés de l'Antiquité européenne. Maintenant, pourquoi ces noms? Ces noms étaient souvent attribués
aux esclaves considérés comme forts ou intelligents, une façon de souligner leur domestication culturelle. Ensuite, parmi les noms, il y avait aussi des noms liés à la nature, aux saisons par exemple, ou même aux jours. Au niveau des exemples, vous avez janvier, avril, dimanche, ou même d'autres noms communs comme rivière, forêt ou fleurs. Cela renforçait l'idée que ces individus étaient interchangeables sans histoire propre. Et pour finir, les noms des anciens propriétaires, anciens planteurs. Certains affranchis ont été obligés de porter le nom de leur ancien propriétaire. Petit exemple, un esclave de l'habitation Bézard, en Guadeloupe, est devenu Jean Bézard. Cela crée une continuité symbolique entre esclavage et liberté, comme si l'émancipation ne signifiait pas vraiment une réelle rupture. Cette attribution arbitraire des noms a eu des conséquences profondes sur les générations suivantes. En outre, un effacement des traditions africaines. Par exemple, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, les noms de famille ont une signification profonde et racontent une histoire. L'histoire d'une lignée, par exemple avec les différentes villas qu'il y a chez les Congos. Cet aspect a été brisé par l'imposition de noms européens. Et de ce fait, à cause de cela, il y a eu une rupture avec l'histoire familiale. Il est extrêmement difficile pour les descendants d'esclaves de retracer leur généalogie avant 1848. Certains noms humiliants existent encore aujourd'hui malheureusement, et cela rappelle douloureusement leur origine. Aujourd'hui, certains descendants d'affranchis cherchent à reconquérir leur identité. Adoption par exemple de noms africains, de plus en plus de familles se réapproprient des patronymes inspirés des langues africaines. Grâce aux archives et aux recherches généalogiques, des individus reconstituent leur histoire familiale. Et maintenant, concernant le changement de nom mais officiel au niveau de l'État, c'est un processus difficile, long mais possible. En conclusion, la team, je vous dirais que l'attribution des noms après l'abolition était une autre forme de domination. Mais aujourd'hui, cette mémoire refait surface. Chaque nom porte une histoire et il est temps maintenant, la team, de la raconter. Donc comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu pour le soutien, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, commentez pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout la team, activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy, peace.